Buenos días, yo soy Nicolás Beaupré y hoy les voy a hablar de la yerba mate y de las innovaciones detrás de Mateína. Salud! Avez-vous bien saisi? Aujourd'hui dans votre balado, comment bâtir une marque pan-canadienne en passant du sous-sol de sa mère à un espace de 5000 pieds carrés en moins de temps qu'il ne le faut pour dire yerba mate? On découvre le matero, Nicolas Beaupré et son entreprise Mateína. Innov Inc. est une série de balados créée par Connexion Laurentide visant à propulser la culture d'innovation entrepreneuriale des Grandes Laurentides. Mon nom est Jean-Claude Tremblay. Merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Beaupré, le fondateur de Mateína, qui a une histoire assez particulière. Nicolas, merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci pour l'invitation à vous. C'est toujours un plaisir là, de parler de Mateína, parler du yerba mate en général. Là. C'est une très grande passion. Là, fait que c'est le plaisir est mien. Excellent. L'histoire est exceptionnelle, si bien que je vais vous passer le micro tout de suite, façon de parler, pour introduire votre entreprise et avec une mention particulière avec votre parcours. Bien, je pense que je peux pas parler de Mateína sans parler de l'histoire, de comment tout a commencé. En fait, là, c'est vraiment une entreprise qui est née d'une passion, d'une découverte, d'un produit, d'un style de vie. Puis, en fait, cette passion-là était là avant l'entreprise, puis je l'ai vraiment bâtie alentour. Je vais recommencer, je vais ramener ça à la base. En fait, là, moi, il y a quelques années, j'étudiais en arpentage. J'étais complètement dans un autre profil. J'étudiais les sciences de la mesure de la Terre. Puis en fait, au cégep à UNSIC, j'ai décidé de prendre un cours d'espagnol. Puis j'ai vraiment découvert une passion pour les langues. C'est un apprentissage que je trouve super utile dans la vie de tous les jours. Ouais. Contrairement à ce que j'étudiais à ce moment-là, que j'aimais pas vraiment. J'ai vraiment trippé sur les langues. Fait que quelques moments après ça, j'ai décidé, je me suis dit, bon, je vais faire un voyage d'immersion. C'est vraiment une idée qui m'a pris du jour au lendemain. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé d'envoyer mon CV à plusieurs centres de ski, en fait, en Amérique du Sud, au Chili puis en Argentine. Donc, les saisons sont inversées là-bas. Puis, à l'été 2016, je partais en plein mois de juin donner des cours dans le sud du Chili, donner des cours de ski et de planche à neige. C'est un peu là que j'ai eu, en fait, ma première découverte là, du maté. J'ai vu pour la première fois cette boisson-là, les gens qui consomment ce breuvage-là là-bas, à part égale, sinon plus que le café. C'est vraiment omniprésent. Au départ, un peu déstabilisé là, en voyant ça. C'est vraiment totalement différent de tout ce qu'on connaît, de tout ce qu'on consomme ici, de la culture des boissons chaudes. Donc, même la première fois que j'y ai goûté également, j'étais un peu déstabilisé. C'est vraiment pas un goût qu'on connaît. Par contre, après plusieurs fois à avoir essayé la boisson puis en avoir parlé avec les adeptes du maté qu'on appelle les materos, je suis tranquillement tombé en amour avec cette boisson-là. Puis en fait, au départ, je vous mentirai pas, mon niveau d'espagnol était modéré quand je suis arrivé au début de ce voyage-là. J'avais appris du vocabulaire puis tout, je m'étais pratiqué avant, mais de donner des cours de ski, c'est pas la même chose, surtout avec des Chiliens qui parlent un espagnol assez différent. Ils parlent pas l'espagnol d'Espagne qu'on nous enseigne à l'école. Donc, le maté, à ce moment-là, venait vraiment me donner, sincèrement, un genre de fluidité pour pouvoir parler plus facilement. Puis des fois, je le compare, tu sais, quand on prend une bière, par exemple, puis qu'on parle un langage qui n'est pas notre langue native, on a une facilité à mettre les mots ensemble, je pense, puis une fluidité. Puis moi, c'est carrément ça. Je le dis souvent, le maté, au départ, ça m'aidait vraiment à parler espagnol. Je suis pas en train de dire que ça va vous faire parler automatiquement espagnol, mais moi, ça a vraiment été un plus de ce côté-là. Puis c'est la raison pourquoi que j'ai persisté en boire, puis que j'ai décidé d'aller m'acheter mon kit complet, puis vraiment de me prêter au jeu. Donc, après ce voyage-là, 5 mois plus tard, je revenais au Canada avec quelques kilos dans mon sac à dos. Puis, tu sais, j'étais un adepte. J'étais excité de montrer cette nouvelle découverte-là, tu sais, à mes proches, à mes amis. Puis c'était définitivement la chose que je parlais tout le temps. Tu sais, moi, j'étais rendu tout le temps avec ma petite gourde. Puis c'était ma nouvelle affaire. Mais justement, là-dessus,
pour le bénéfice des auditeurs et ceux qui connaissent moins le yerba maté, peut-être nous parler de deux choses. C'est quoi le yerba maté et la culture avec laquelle vous êtes tombé en amour puis qui nous mène en fait jusqu'à aujourd'hui? Exactement. En fait, le yerba maté, je le décrirais comme un cousin de la plante de thé qui vient d'Asie ou carrément du café. C'est une plante qui a des composés énergisants, en fait, là, qui est super riche en antioxydants, qui contient de la caféine, qui contient la théobromine, qui est le stimulant qui est présent dans le cacao. Donc, c'est une plante qui a une structure de molécules très unique, puis qui pousse exclusivement dans le sud du Brésil, le nord de l'Argentine, puis au Paraguay. Puis depuis des centaines d'années, cette plante-là est cultivée là-bas et consommée religieusement, en fait. Puis il y a vraiment quelque chose qui est incomparable à toutes les autres boissons alentour du maté. C'est vraiment un acte de partage, de connexion humaine. Les gens se rejoignent comme nous on le fait pour prendre une bière, par exemple, mais les gens se rejoignent pour prendre le maté ensemble, pour échanger des idées, pour partager. Puis traditionnellement, là, c'est un petit peu moins populaire depuis l'arrivée de la COVID-19, mais le maté se passe, en fait, puis tout le monde partage la même petite paille, là, puis la même... Un élément social qui est très fort. Hein. Exactement. Fait que t'as vraiment un événement social qui vient avec la boisson, puis t'as un style de vie, tu sais, t'as vraiment des bienfaits santé qui viennent avec cette boisson-là, mais aussi, ça t'éveille d'une certaine manière qui permet vraiment, je pense, d'être à ton meilleur. Puis les gens, moi, je le dis souvent, ça encourage les bonnes connexions humaines, tu sais. Autant que quand tu vas en consommer avec des gens, tu sais, ça va amener des bonnes conversations. Ou moi, depuis que je suis là-dedans, ça m'a tellement fait faire beaucoup de rencontres, tu sais. Je connais c'est vraiment un breuvage social, puis ça, c'est super important. Puis moi, c'est vraiment quelque chose avec lequel je suis tombé en amour au départ. Puis c'était une activité, tu sais, les gens partent en randonnée, puis on s'arrête, puis là, c'est la pause maté, puis le moment est dédié à ça, puis c'est super important. C'est un énorme plaisir depuis que j'ai ramené ça un peu au Canada de le partager à tous les jours, là, puis de le partager de cette manière-là sans le changer nécessairement. Fait que là, il va falloir expliquer aux gens, puis faire le lien, parce que l'histoire est tellement intéressante. Là, on est parti dans le champ gauche, c'est le cas de le dire. On s'est inscrit à l'école, intérêt pour les langues. On part enseigner le ski, tombe en amour avec le yerba maté, ramène ça ici. Là, au début, on était en 2016. Donc, peut-être juste pour les bénéfices des gens, dire là, on se situe où puis comment, en fait, ça se transforme en entreprise? En fait, au début de l'année 2017, j'étais ici au Québec, puis j'avais recommencé à travailler dans mon travail que je faisais avant. Bien honnêtement, je suis revenu ce voyage-là avec vraiment un différent mindset. C'est vraiment plus ouvert d'esprit. Je me posais plus de questions. Je n'étais pas nécessairement la même personne. Ça a vraiment été un beau choc positif pour moi de partir là-bas. Puis, je recherchais un petit side business. Puis, j'ai eu l'idée de me partir un commerce en ligne. Puis, j'étais là, bon, qu'est-ce que je vais vendre? OK, je pourrais vendre des tel truc. Puis là, je me suis dit, ça allait me sauter d'en face. Hey, il y a cette boisson-là, le maté, que je consomme, que je parle à tous les jours à mon entourage. À ce moment-là, c'était quasiment irréel. C'était comme trop différent. C'était comme trop culturel. Je me suis dit, ça pourrait pas marcher. Mais j'ai décidé de me lancer puis de partir mon e-commerce en vendant du yerba maté, des marques d'Argentine que j'avais réussi à trouver par un fournisseur en Ontario. Donc, je vendais vraiment les marques, les gros kilos là, de yerba maté d'Argentine. Puis là, je fais ça pendant un bon 8 mois. Merci à mon entourage qui m'encourageait là-dedans, même si c'était très, très artisanal à ce moment-là. Là. C'était carrément moi dans mon sous-sol qui faisait ça. Avec quelque chose que les gens, en passant, ne connaissaient pas. Pas du tout. Parce que vous avez été pionnier. Exactement. On faisait des événements sportifs, des dégustations en épicerie, un peu partout, aller partager ça, puis on partait de zéro. C'est du yerba maté. Puis moi, ça a été super important dès le départ de dire la vraie information, de pas dire que c'est un thé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un thé, mais c'est complètement une autre famille. Donc, nous, on partait vraiment à la base, puis on passait des bons 20-25 minutes avec chaque personne pour expliquer c'est quoi, puis c'est quoi l'histoire de ça, l'éducation. Il y a énormément d'éducation qui a été faite.
Puis là, je me suis dit, bon, ben tant qu'à faire ça, tant qu'à éduquer les gens puis à mettre autant d'énergie là-dedans, on va le faire avec notre propre compagnie. Je pense que le produit, il peut être légèrement adapté. On peut créer des saveurs avec ça. Le produit qu'on vend actuellement, il n'est pas biologique, il n'est pas équitable, il est peut-être moins adapté à la culture nord-américaine. Donc, à ce moment-là, 1 an plus tard, je décidais de repartir à Buenos Aires, en Argentine, pour vraiment trouver mon propre fournisseur de maté, partir à la recherche. J'avais déjà envoyé des courriels à partir du Canada, mais j'ai pas été capable d'avoir aucune réponse. Donc, je me rends à Misiones, dans le nord de l'Argentine, grosse région où est-ce que le maté pousse. Puis, j'ai rencontré plusieurs agriculteurs. En fait, j'ai énormément appris sur le processus. Puis, j'ai rencontré la famille d'agriculteurs avec qui on travaille aujourd'hui encore. Puis, eux, sont vraiment tombés en amour avec le projet. Ils m'ont fait confiance. Ils m'ont carrément avancé un 6 palettes. Ils m'ont expédié ça au Canada. Ils m'ont dit, tu nous paieras quand que tu les auras vendus. Donc, c'est vraiment là que la marque Matéina a été créée, si on veut. Je fais un aparté parce que c'est intéressant. Comment vous pensez que vous avez obtenu la confiance de ces gens-là? En étant authentique, puis j'étais pas, j'ai peut-être pas essayé nécessairement de les impressionner. Tu sais, je suis arrivé là-bas avec mon prototype de sac, tu sais, que j'avais fait avec des feuilles 8,5 11 imprimées, là, tu sais, puis je leur ai vraiment montré l'idée, puis je leur ai partagé comme l'idée que j'avais en arrière, puis eux, je pense qu'ils étaient très chauds à l'idée de voir le yerba maté, tu sais, se faire une place au Canada. Donc, je pense que c'est vraiment en étant moi-même qui ont cru en le projet. Puis, donc, c'est vraiment là, comme je disais, que le projet a décollé. Puis, c'est là à ce moment-là aussi qu'on a commencé à faire de la distribution en épicerie. Puis, vraiment, que la compagnie a comme passé à un autre niveau, si on veut. En juin 2018, on faisait notre première production de la ligne de Matéina, de maté en feuille, avec nos 4 saveurs. On a commencé à importer des accessoires du Brésil, de l'Argentine, puis vraiment à consolider le site web. Puis c'est là, en fait, que je me suis aussi fait des associés. J'ai rencontré mon premier partenaire, Simon-Pierre Murdoch, puis venu à ça un autre associé. Puis on a aussi intégré Élodie, ma conjointe, dans la compagnie. Donc c'est vraiment là que le Matéina d'aujourd'hui s'est formé là, durant l'année 2018. Wow! Vous étiez, corrigez-moi si je me trompe, vous étiez dans la MRC Rivière-du-Nord et là, avec l'expansion, parce que la compagnie bouillonne, c'est le cas de le dire, vous avez évolué, vous avez dû grandir, vous êtes rendu dans la MRC de Montagne, si je ne m'abuse. Peut-être nous parler un peu de l'écosystème, ça ressemble à quoi les infrastructures, les employés si vous en avez besoin, ça ressemble à quoi dans la MRC? Ben moi en fait, j'ai toujours, je suis un gars de la Rive-Nord, j'ai toujours, j'aurais bien aimé ça, pouvoir avoir l'entrepôt Matéina, je sais pas, dans le coin de Saint-Jérôme ou même Prévost, au départ je regardais. Au départ, la business était opérée du sous-sol de chez ma mère à Saint-Jérôme. Puis là, on a transféré au garage de mon père, qui était un peu plus grand, à Pointe-Calumet. Puis là, quelques mois par après, le garage était bien plein. Puis c'est vraiment à chaque fois que l'espace, si on veut, se remplissait, on était là, OK, on s'apprend un autre endroit. Fait qu'au mois de mai, il y a 1 an, on a déménagé. Puis on était déjà dans le coin de la MRC de Deux-Montagnes. Puis je trouve que c'était un super bon point, pas trop loin de la 13. Puis vraiment accès au niveau transport, vraiment une facilité de ce côté-là. Fait que je me suis dit, pourquoi pas rester dans ce coin-là? Les loyers sont pas extrêmement chers, comme à Montréal ou à Laval. Donc, j'ai dit, on va rester dans ce coin-là. Donc, j'ai trouvé un entrepôt de 1500 pieds carrés à Saint-Eustache. Puis là, on a opéré là pendant 1 an. Puis, juste le fait de transférer dans un entrepôt qui est super grand, tu déménages dedans, ben ça te donne des idées de grandeur. Ça dit, OK, là, on a le grand entrepôt, on n'a plus d'excuses, on passe à l'autre niveau. Fait que l'entreprise, depuis le mois de mai l'année passée, a pris un autre step encore. On a vraiment passé à un autre niveau. Puis là, tout récemment, le 1er mai, on a déménagé juste de l'autre côté de la rue dans un entrepôt de 5000 pieds carrés avec un gros bureau pour accueillir notre équipe marketing, puis vraiment un gros 4000 pieds carrés d'espace de rangement, parce que dans le 1500 pieds carrés où est-ce qu'on déménageait l'année passée, qui paraissait super grand,
on se pilait dessus. Là. Il y avait plus d'espace, puis ça bloquait la croissance de l'entreprise. On ne pouvait plus produire assez. Donc, on avait des ruptures de stock, puis ça posait problème. Donc là, on vient de déménager dans un local, puis on va être là probablement pour les 5 prochaines années pour minimum. les 6 prochains mois, c'est ça? Peut-être. Juste pour donner une idée aux gens de l'entreprise, ce que vous voulez partager, nombre d'employés, distribution, ça ressemble à quoi? En fait, comme je disais, il y a 1 an, les choses ont énormément changé. Côté employés, en fait, il y a 1 an, on était 3 employés. Là, on est maintenant 10. Donc, un gros step. Énorme. Côté distribution, en fait, comme je vous ai dit, en fait, à la base, c'était un commerçant en ligne. Ça a parti avec un commerçant en ligne. Donc, c'est vraiment là où est-ce qu'on est le plus fort, qu'on met le plus d'énergie. Encore aujourd'hui. Quand la pandémie est arrivée, on était déjà c'était notre expertise, si on veut, là, le commerçant en ligne. Donc, on est super fort de ce côté-là. Puis sinon, depuis 2018, on a commencé progressivement la distribution dans tout ce qui est épicerie naturelle, Avril, Marchetto, La Moisson, Rachel Berry. Puis depuis l'été passé, on a eu un listing officiel. On est distribué dans tous les IGA et métros du Québec. Puis également, depuis l'été passé, on a commencé la distribution nationale. On a trouvé un distributeur en Ontario, puis en Colombie-Britannique, où est-ce qu'on met beaucoup d'énergie en Colombie-Britannique. On a un représentant qui roule là-bas à temps plein avec une vanne Matéina, puis on veut vraiment faire du bruit. Là-bas, les gens connaissent déjà beaucoup plus la yerba maté. Il y a beaucoup moins d'éducation à faire. Puis c'est un marché où est-ce que les gens adorent ce genre de produit-là là, à la base. Donc, on met beaucoup d'énergie là-bas en parallèle avec le Québec. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on prévoit, tu sais, en ligne, on exporte aussi bientôt. On a été approché par des distributeurs en France. C'était pas dans nos plans, mais on commence à distribuer nos produits en France également là, au cours de l'été. Donc, ça va... Je vous l'ai dit, vous allez faire 6 mois dans votre local. C'est parti pour ça. On est peut-être pas prêt pour l'autre déménagement. Ça, je m'en dirais pas. C'est principalement moi puis Élodie qui s'occupait du déménagement. Puis on n'aurait jamais pensé que de faire un déménagement en même temps que la business continue à rouler. L'énergie que ça peut tirer. Je parlerai pas tout de suite d'un déménagement, Élodie, parce qu'elle va se décourager. Non, je vous comprends. L'innovation, pour vous, c'est quoi, dans vos mots? Je pense qu'à la base, d'amener ce produit-là, d'amener cette culture-là, puis que le yerba maté devienne un breuvage hautement connu et disponible comme le café, comme le kombucha, comme les autres sortes d'infusions, je trouve que c'est une innovation à soi. Puis moi, ma mission est remplie, de voir autant de compagnies qui sont maintenant dans ce secteur-là. La catégorie a été créée. Dans le fond, c'est une nouvelle catégorie de breuvage. Donc ça, je suis extrêmement content de ça. D'un autre côté, j'en ai pas parlé, mais notre gamme de prêts à boire qu'on a développée, qu'on a mis en marché au mois de décembre 2019, moi, depuis 2018, en fait, c'est parallèlement au lancement de nos produits de mat en feuille, je travaillais sur la ligne de prêts à boire en canette. J'avais une idée bien spécifique de ce que je voulais. Je voulais vraiment un maté qui a un bon goût accessible pour tout le monde, avec une amertume pas trop prononcée, qui contient 10 grammes de sucre et moins, puis qui est une haute teneur en caféine, qui a vraiment le pouvoir de remplacer une boisson énergisante, de remplacer un café. Fait que vraiment une boisson qui a au-delà de 100 mg de caféine. Donc c'est vraiment... J'avais cette idée spécifique-là, puis c'était un défi en soi. Comme il y a aucune compagnie il n'y a pas de manuel d'utilisateur de comment développer ça, de comment le faire, de comment l'encanetter, d'aller chercher une bonne durée de vie sans utiliser d'agents de conservation. Donc moi, j'ai vraiment... je suis parti, pendant presque 1 an, j'étais clueless. J'avais aucune idée de comment le faire. Puis vraiment, j'étais là, OK, il y a du monde, il y a des gens qui le font, il y a plein de compagnies qui le font ailleurs dans le monde. Donc pourquoi? C'est totalement faisable. Donc vraiment, j'ai fait des centaines de recettes de la cuisine de ma mère. Puis j'ai essayé
essai-erreur. J'ai appelé des gens, posé des questions. Je me suis fait passer des contacts. Puis on a vraiment réussi à mettre cette boisson-là sur le marché. Là. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais il y a eu énormément d'embûches, si on veut. Là, mais on a finalement réussi à faire exactement ce que je voulais à la base, une boisson non pétillante qui contient 8 grammes de sucre, 130 mg de caféine, puis qui est excellente au goût, je crois, que les gens apprécient beaucoup, puis qui est vraiment une porte d'entrée dans le monde du maté. On commence pas avec la méthode traditionnelle qui peut être plus amère, qui va peut-être convenir à moins de personnes. Vraiment, le prêt à boire, c'est une manière super accessible d'essayer l'yerba maté puis de sentir ses bienfaits puis son énergie. Là. Donc, vous avez décrit plusieurs éléments d'innovation, bien sûr. Je vais vous ramener à la question parce que vous lui avez répondu par des exemples. Je trouve ça très, très intéressant. Est-ce que je suis à comprendre que l'innovation, pour vous, c'est toutes les actions que vous avez posées? Parce que là, j'entends beaucoup de travail, j'entends beaucoup de résilience, j'entends aussi de la créativité. Est-ce que c'est tout ça, l'innovation? Ben en fait, il y a une autre chose que, en fait, puis un talent, tu sais, que j'ai découvert, puis quelque chose que je sais que je vais continuer à faire par après dans d'autres projets. J'ai déjà une liste, je pense, de 15 idées là, de produits à développer. Je pense dans le branding, dans la communication, dans l'image de marque. Il y a vraiment un bon travail qui a été fait avec Matéina. Tu sais, les gens comprennent c'est quoi, ils comprennent c'est quoi le storytelling en arrière. Donc vraiment, je pense que de prendre n'importe quel produit, tu sais, il y en a des superfoods, des produits exotiques qu'on connaît pas. De créer une image de marque alentour, de créer une belle communication que les gens d'ici comprennent, puis de mettre un produit sur le marché avec un emballage attrayant, puis tout ça, ben c'est ça qui fait toute la différence. Je suis pas le premier qui a rentré un sac de yerba maté au Canada, certainement, mais je pense qu'on est la première compagnie qui a focusé sur l'éducation, puis enseigner aux gens c'est quoi la réelle culture du maté, c'est quoi le réel produit, c'est quoi la réelle manière de le consommer. Puis je pense que c'est ça, l'emballage attrayant alentour de ça a beaucoup aidé. Puis je suis excité de le faire avec plein d'autres produits dans le futur. Là. J'ai vraiment découvert, je pense, mon créneau. Là, puis je suis excité de continuer dans cette direction-là. Je pense que votre passion, Nicolas, vous honore et elle est aussi très contagieuse. Je rappelle pour les auditeurs, là, on entend des exemples très concrets d'innovation et j'espère que les gens prennent des notes, ceux qui vont écouter. Parce qu'on a touché à la plupart des catégories, je les rappelle parce que l'innovation, c'est partout. On en a dans les produits et services, vous l'avez mentionné. On en a dans les procédés opérationnels, c'est-à-dire la production, la fabrication. Vous lui avez touché aussi, parce que nécessairement, quand on part à 2 ou 3 employés, 1500 pieds carrés, même pas, on part d'un garage et on explose jusqu'à 5000 plus pieds carrés, 10 employés. Nécessairement, ça change la donne. Au niveau organisationnel, je viens d'en parler. Au niveau des employés, ça change la façon dont on fait les choses. Et aussi, sur le plan technologique, vous avez été aussi visionnaire au sens où c'était même avant la COVID. Vous avez décidé de vous lancer dans le commerce en ligne. Vous avez maîtrisé juste avant la courbe, ou en tout cas l'annonce. Ça, c'est clair. Puis vous le maîtrisez toujours aujourd'hui. Et au niveau de la mise en marché, ça, c'est très intéressant parce que c'est ce que vous faites ressortir à juste titre. Parce que c'est une histoire. Et si les gens doivent retenir une chose, ils vont retenir plein de choses. Mais si moi, comme animateur, je peux mettre l'emphase sur une chose, c'est que vous maîtrisez chez Matéina l'art de raconter une histoire. Et ça part d'une passion. Nicolas, vous l'avez bien dit, ce storytelling-là part d'une passion. Et si les gens veulent espérer ou en tout cas maximiser leur chance de succès, puis je vais vous inviter à vous prononcer là-dessus, ils doivent d'abord croire en ce qu'ils font parce que tout ce que vous avez dit à date, on y croit. Moi, le premier, puis on sent l'amour, en fait, quand on goûte le breuvage. Donc, j'en profite pour vous féliciter. Hey, merci, c'était très bien dit. J'ai même pas envie de vous poser la question. Je vais quand même vous poser la question. Les plus grands défis que vous avez vécu dans cette phase, et choisissez votre phase parce que vous ne faites ou à peu près qu'innover depuis le début. C'est quoi les plus grands défis, là, les 1, 2, maximum 3 plus grands défis?
quand on innove? En fait, définitivement, c'est l'innovation en soi, partir de rien, puis comme j'ai dit tantôt, de pas nécessairement avoir accès à un roadmap, il n'y a pas de plan, il n'y a pas personne qui va... tu peux pas appeler une entreprise puis leur demander « Hey, comment vous faites ça? » Je pense que de pas le savoir, d'être dans le néant, d'avoir l'idée, d'avoir visionner le produit, mais de pas nécessairement savoir comment le faire, je pense que ça, c'est un très grand défi. Puis sinon, je vous mentirai pas que c'est sûr qu'il y a des moments que c'est un long processus. Je regarde en arrière, puis je regarde toutes les années, tous les efforts qui ont été mis, puis de rester motivé des fois, même dans les matins, des fois que c'est plus difficile, qu'on a peut-être moins la motivation, que ça va moins bien, de rester aligné sur le projet, puis de tenir bon. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose, c'est un bon défi, mais si on est passionné puis si on croit dans le projet, moi, ça a jamais été un problème. Est-ce que vous attribuez ça directement à cause de la passion que vous avez? Parce que comme vous êtes en train de dire, en fait, une des antidotes que vous êtes en train de suggérer aussi aux gens, c'est de s'armer de patience, mais c'est d'aimer ce qu'on fait. Exactement. Non, c'est sûr et certain que si j'aurais pas eu cette passion-là, puis si j'aurais pas cru en la puissance, en le potentiel du yerba maté, j'en consomme probablement à tous les jours depuis le jour que j'ai découvert ça en 2016. Puis je crois profondément en ce produit-là. Je connais son potentiel. J'ai senti ses effets. J'ai fait énormément de recherches sur ce produit-là. Je sais sa valeur. Donc, ça n'a jamais été un doute pour moi. Je suis pas en train d'essayer de marketer un produit qui est artificiellement. C'est ça que je connais pas. C'est quelque chose que je connais profondément puis que j'expérimente moi-même à tous les jours. Donc, je suis pas inquiet puis en fait, ça se passe en ce moment, mais je suis pas inquiet qu'il va encore faire beaucoup de chemin, ce produit-là. Puis c'est juste un énorme win pour moi de le voir ça. Ouais. Excusez mes anglicismes. Non, c'est correct. Ça tire déjà à sa fin. On pourrait en discuter pendant longtemps parce que c'est toujours intéressant d'entendre la passion, encore une fois, transpirer au micro. Au niveau de l'innovation, selon vous, est-ce que c'est applicable à tous? Je pose toujours la même question parce que la réponse parfois va différer puis être intéressante. Au niveau, par exemple, d'un travailleur autonome qui se pose la question, parce qu'il y en a qui commencent seuls ou jusqu'à une multinationale. Est-ce que c'est applicable à tout le monde, l'innovation, ou si au contraire, il y a des restrictions? En fait, non, je pense pas nécessairement. Puis je pense que pour les entrepreneurs, ça peut peut-être être décourageant à la base de se dire il faut absolument que j'innove. Moi, je pense que si je m'aurais dit ça dès le départ, je m'aurais dit ça prend absolument une innovation. Je m'aurais peut-être découragé moi-même, comme j'ai dit tantôt, de prendre quelque chose des fois qui existe déjà, de faire une petite altération ou de créer une belle image de marque alentour de ça, de le communiquer différemment, puis vraiment de le mettre à son image, ça, je trouve que c'est un peu une innovation en soi. Puis dans mon cas, ça a commencé comme ça. On n'a pas rien inventé au départ, mais c'est une fois dans le projet, puis c'est vraiment une action, on amène un autre, une fois dans le projet, puis OK, là, on va en faire un peu plus. OK, finalement, ça pourrait être possible. Je pense qu'à la base, c'est peut-être mieux de pas se dire qu'on est absolument obligé d'innover, mais qu'on peut juste créer une image de marque, créer quelque chose alentour de quelque chose qui existe déjà. Puis ça, c'est amplement. Là. Même si, ironiquement, ce que vous décrivez, c'est l'innovation. Donc, c'est particulier. C'est l'innovation. Bon. C'est l'innovation. En fait, ce que je trouve très intéressant dans ce que vous dites, puis je vais rephraser, puis vous me direz si ça correspond à ce que vous dites, mais mettez-vous pas la pression d'innover. C'est un peu ce que j'entends. Est-ce que c'est ça? Exactement. Non, forcez-vous pas à dire non, il faut que j'innove. Non, ça va venir. Puis la preuve, c'est que tout ce que vous faites depuis le début, Nicolas, c'est innover, mais vous vous êtes pas assis à dire est-ce que j'innove? Vous l'avez juste fait. Vous avez mentionné action. C'est vraiment un chemin progressif, puis de tout de suite se mettre, de voir trop loin dès le départ, ça peut faire peur, puis moi, je pense que ça m'aurait découragé. C'est vraiment, puis ça, c'est quelque chose que je dis à tout le monde, puis que je peux recommander, de prendre une petite action quand on a une quelconque idée, de prendre une action quelconque, que ce soit d'envoyer un courriel, de faire un téléphone, de s'écrire une note, de prendre cette action-là, va t'amener à une autre action le lendemain, puis c'est
carrément ça. Moi, j'ai vu un jour une annonce sur Facebook de Shopify qui disait vous pouvez bâtir votre commerce en ligne, c'est super simple. J'ai fait je vais me créer un compte juste pour le fun. Puis me voilà aujourd'hui. Là. Ouais. C'est cette action-là, cette journée-là qui a déclenché le tout. Fait que de prendre des petites actions à chaque jour, de pas regarder trop loin puis se dire comme OK, il faut que j'innove absolument puis je veux faire la grosse affaire. Puis moi, ça m'a toujours peut-être des fois découragé de regarder comme les gros compétiteurs qui sont super installés puis qui ont le gros setup en partant, de se comparer puis de regarder trop loin. Mais je pense pas que ça peut être... Je pense que c'est mieux de ne pas le faire. C'est une très, très, très belle leçon et très sage. La suite pour vous, pour votre entreprise? Vous en avez parlé un petit peu, mais y a-t-il quelque chose que... il y a d'autres innovations à venir, en fait. Dès cet été, dès la fin de l'été, alentour du mois de septembre, là, restez à l'affût. Des nouveaux produits. Comme je vous parlais hier, en fait, on a Matéina, je le vois comme une compagnie de yerba maté, puis depuis le jour 1, c'est ça qui est écrit dans le plan d'affaires. On n'est pas une compagnie de boissons énergisantes ou une compagnie d'infusion ou de thé. On est vraiment, on veut offrir la catégorie au complet, donc il y a des nouvelles manières de consommer et de bénéficier du yerba maté qui s'en viennent au menu, puis des belles innovations avec ça. Donc, c'est ça un peu l'avenir, puis en fait, là, vraiment de continuer à mettre de plus en plus le maté sur la map, puis que ça devienne une boisson autant consommée que le café, ou se rapprocher, si on veut. Là. C'est un peu ambitieux, mais je pense que le maté est en train de faire son chemin. Puis, je pense que c'est une catégorie à part qui va rejoindre de plus en plus de gens. Vous faites un excellent travail à justement le démocratiser. Puis je dirais le mot que je cherche, je cherchais ça dans ma tête quand vous parliez de le partager, c'est le vulgariser, en fait. De le rendre très accessible pour les gens. Exactement. Puis en fait, il y a aussi, depuis l'arrivée de la pandémie, je ne suis pas retourné en Argentine, au Brésil, mais on a des liens super forts avec nos fournisseurs là-bas. Puis du côté du commerce équitable, on a plein de beaux projets qu'on veut faire là-bas avec les communautés de travailleurs. On veut aller documenter aussi. Là, il y a énormément de belles choses qu'on veut faire en Amérique du Sud là, aussi d'ici les prochaines années là, pour redonner à ces gens-là qui nous partagent leurs excellents produits. Là. Clairement. Nicolas Beaupré, merci infiniment d'avoir été à vous. Ici aujourd'hui. C'est très cool. Le meilleur des succès, en fait, pour la suite. Je suis pas trop inquiet pour vous. Santé. Merci, santé. Quant à moi, je vous invite à me rejoindre dans le prochain balado. D'ici là, restez innovants. Au revoir. La série de balados Innov Inc. est une présentation de Connexion Laurentides, l'espace d'accélération et de croissance de la région, des 7 MRC des Grandes Laurentides et de la ville de Mirabel, le tout soutenu par le gouvernement du Québec et en collaboration avec Desjardins Entreprises.